Bonjour à tous. Un important dispositif sécuritaire inhabituel observé autour du tribunal militaire à Yaoundé a révélé un procès sous haute tension de Maurice Kamto. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sont accusés de rébellion, d'insurrection et d'hostilité contre la patrie. Les coulisses de cette première audience au tribunal militaire sont évoquées dans la presse internationale. Selon Le Monde Afrique, des militants du MRC ont été refoulés. Seuls les médias gouvernementaux et proches du gouvernement ont été admis à suivre ce procès. Après le malaise de Christian Pendaïkoka, l'un des alliés de Maurice Kamto, le procès a été suspendu et l'affaire ensuite renvoyée au 8 octobre 2019. Mais à la surprise générale du MRC, l'un de ses témoins a été arrêté dans des circonstances troubles et conduit au secrétariat d'État à la Défense. Il s'agit de Engelbert Lebon-Dachua, qui avait déjà passé plusieurs mois à la prison centrale de Yaoundé. Cette affaire pendante devant le tribunal militaire suscite des inquiétudes et des critiques dans la presse internationale et nationale. La Nouvelle Expression présage un sombre scénario pour le leader du MRC présenté dans ce journal comme les prisonniers politiques. À en croire la Nouvelle Expression, l'objectif final serait de les condamner afin de les disqualifier dans la course aux législatives municipales et régionales. Mutation pense plutôt que ce procès est le second tour de l'élection présidentielle. Après le penalty de Kamto refusé par l'arbitre constitutionnel, il va jouer un autre match décisif devant l'arbitre militaire. Pourtant, les organisations internationales et certains leaders politiques s'opposent à un procès des civils devant le tribunal militaire. Pourquoi ce bras de fer judiciaire cristallise autant la vie politique nationale un an après l'élection présidentielle? En pleine crise sociopolitique, la colère et la frustration des avocats ont également fait perdre le sommeil au gouvernement, alors que des avocats dénoncent la violation des droits de l'homme et le non-respect du code pénal et des instruments internationaux de droit. Le ministère de la Justice les implore de suspendre leur grève annoncée et promet la mise sur pied d'un groupe de travail ad hoc. Le gouvernement, sous pression du barreau, peut-il concrétiser ses réformes judiciaires pour le renforcement de l'état de droit au Cameroun? La question se pose au moment où l'année scolaire a démarré sur les braises ardentes de la crise anglophone, alors que Cameroun Tribune constate une affluence grandissante dans les écoles. La Nouvelle Expression affirme que les régions du nord-ouest et sud-ouest sont hors circuit. Des coups de feu, les villes mortes et les menaces des séparatistes ont impacté sur la rentrée scolaire. Moins de 30% des élèves ont repris le chemin de l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et la majorité des élèves déplacés anglophones ont fait exploser les effectifs dans les lycées situés dans les régions du littoral et de l'ouest. Face à cette situation, les populations, la presse nationale et la communauté internationale s'interrogent où est passé le fameux dialogue censé désamorcer cette crise anglophone et son impact sur la situation humanitaire et le secteur de l'éducation dans les régions anglophones. Ces problématiques constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois le bâtonnier Charles Tchongan. Bonjour. Bonjour, M. Chédé Nouffelé, et je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie également, je présente mes civilités à mes copanélistes. Et je voudrais souhaiter bon dimanche à vos millions de téléspectateurs. Je précise que vous avez dirigé l'Ordre des avocats entre 2006 et 2010. Vous avez également 2009. Vous avez également publié aux éditions du Chabel un livre intitulé De l'impossible justice au Cameroun et la justice qui est au cœur de l'actualité nationale. Également présent sur ce plateau avec nous, Maître Emmanuel Achou. Bonjour, Maître. Bonjour Cédric, bonjour téléspectateurs, bonjour chers copanélistes. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, analyste politique et leader également d'une formation politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. You're welcome. Également présent sur ce plateau avec nous, Edmond Kambia, l'un des éditorialistes de la Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Nouffelé, je salue les copanélistes. Je salue également
les téléspectateurs fidèles de cette émission. J'annonce également les représentants du MRC et ses alliés, Maître Roland Dioux, attendu sur ce plateau, et Maître Joseph-Claude Biliga, envoyé et représentant du RDPC, qui sont attendus, ces deux représentants des deux formations politiques, le RDPC et le MRC, qui doivent être présents dans les toutes prochaines minutes sur le plateau de droit de réponse. Je voudrais introduire avec vous Edmond Kambia concernant ce procès de Maurice Kamto au tribunal militaire. Première audience, Yaoundé quadrillé par les forces de sécurité et les forces de l'ordre, et une ambiance particulière durant cette première audience. Quels sont les premiers éléments que vous avez concernant ce procès, Edmond Kambia? D'abord, les premiers éléments que nous avons sur ce procès, c'est que c'est à peu près ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire les raisons qui ont amené, n'est-ce pas, les juges à renvoyer l'affaire. Tout le monde sait qu'il y a eu un malaise de l'un des prévenus, Penda Christian Ekoka, qui est l'une des personnalités membres de la coalition de Maurice Kamto, parmi toutes les personnes qui se retrouvaient ce jour-là au tribunal militaire. Nous savons également que toute la ville de Yaoundé, en tout cas les artères de la ville, qui étaient tout autour du tribunal militaire, étaient quadrillés par les forces de police et de gendarmerie, qui avaient une mobilisation forte de la société civile, des partis politiques et en particulier du MRC et des partis de la coalition proche de Maurice Kamto du MRC, et qui avait beaucoup d'agitation dans la ville. Nous savons également, et nous l'avons dit dans nos journaux qui vont paraître même dans la semaine, qu'il y a eu des militants qui ont été arrêtés, qui ont été interpellés, et pour l'essentiel, la plupart des personnes interpellées ont été libérées dans la soirée de ce même jour, sauf qu'il y a l'un d'eux, le bon Dachwa, qui a été interpellé et qui est encore, au moment où je parle, dans l'une des cellules du secrétariat d'État à la Défense. Nous aimerions bien savoir de quoi il s'agit, parce que l'arrêter, l'interpeller dans un contexte comme celui-ci, alors que ses autres camarades qui ont été interpellés ont été libérés, on se pose bien des questions. S'il y a un lien entre ce qui s'est passé au tribunal militaire, puisqu'il allait au tribunal militaire pour assister à l'audience, il a été interpellé dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a un lien entre son arrestation, son interpellation et sa détention actuelle au 7 et les événements qui se déroulent au tribunal militaire? Est-ce qu'il s'agit d'une ancienne affaire? Parce qu'il y en a eu d'autres. On sait qu'il a passé un peu plus d'un mois dans les cellules en Kondengui, dans le cadre des arrestations massives que nous connaissons depuis le mois de janvier. Il a été libéré, il était en liberté, et cette fois-ci, il est à nouveau arrêté. Est-ce qu'il y a un lien avec une autre affaire qui a circulé sur les réseaux sociaux, notamment une affaire d'achat d'armes fictifs sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un lien avec cette affaire? Nous sommes en train de faire des investigations pour en savoir plus d'ici là, et dans nos journaux, nous en parlerons abondamment lorsque nous saurons de quoi il est question. Mais nous souhaitons, le contexte dans lequel le bon Dacho a été arrêté n'augure rien de bon par rapport à la sortie du Conseil de l'ordre du barreau, qui récemment dénonçait les violations des droits humains, qui dénonçait les abus, les irrégularités, les arrestations, les interpellations et l'empêchement des avocats de faire leur boulot. Et le contexte dans lequel on arrête donc le bon Dacho confirme plutôt tout ce que le Conseil de l'ordre du barreau a dit. Parce que l'arrêté, ainsi manu militari, nous apprenons qu'il y avait un mandat d'amener contre lui. Ben, pourquoi, si ce mandat d'amener date de juillet, pourquoi l'arrêter lorsqu'il arrive à l'audience publique où le tribunal militaire doit juger, ouvrir le dossier sur le jugement de l'affaire de Maurice Kamto? Pourquoi c'est à ce moment qu'on l'arrête? Il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent, qui nous interpellent et nous montrent que la concertation qui a eu lieu 48 heures avant l'ouverture du procès de Maurice Kamto, concertation au cours de laquelle le bâtonnier, M. Chakounte, et le ministre de la Justice, ministre délégué à la Justice, l'interlocuteur, essaient de trouver les voies et moyens de régler les violations contre les avocats, contre les personnes interpellées en prison, en détention. Il y a même eu des actes qui ont été posés. On a vu l'intervention de Maître Momo, de ministre délégué à la Justice, et même du secrétaire d'État chargé des affaires pénitentiaires, y compris Equinox Télévision ou Radio ou la Nouvelle Association, n'ont pas pu accéder pour ouvrir cet événement.
Et nous dénonçons cette discrimination. Parce que nous ne pouvons pas être dans un état de droit où nous sommes censés respecter les droits et libertés, empêcher les médias de couvrir une audience publique. Parce qu'on a permis à certains médias uniquement proches de l'État ou de l'État à couvrir cet événement. Nous estimons que ce n'est pas juste. Nous dénonçons cette discrimination et nous pensons qu'à la prochaine audience, le 8 octobre prochain, cette discrimination sera levée. Un procès des civils devant le tribunal militaire à Maître Charles Tchoungans. Ce débat a pris de l'ampleur au Cameroun concernant ce procès de Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième à la dernière élection présidentielle et dont le procès s'est ouvert au tribunal militaire. Ce débat doit-il avoir lieu encore aujourd'hui? Écoutez, moi je pense que la question, c'est une question qui est réglée. S'il y a des gens qui veulent entretenir un débat sur ce problème, c'est leur affaire. Je crois que la Cour d'appel du Centre a réglé cette situation en vidant son délibéré. Maintenant, il y a eu un débat effectivement dans les médias sur l'opportunité du tribunal militaire à pouvoir juger des civils qui n'a rien à voir avec le procès du procès Kamto. Il est acté, il est constant, car à la date d'aujourd'hui, il n'existe aucun traité, aucun accord signé, ratifié et publié par le Cameroun qui contraigne, n'est-ce pas, la République du Cameroun à incorporer dans sa législation nationale, n'est-ce pas, l'interdiction de pouvoir juger les civils. Je veux dire que j'ai entendu ici et là, on m'a produit, on va parler de la Charte africaine des droits de l'homme. Quand on a regardé, il n'y avait rien. On m'a produit des directives. J'ai demandé quelle est la valeur d'une directive. Tout le monde sait que toutes les directives de la Commission de l'Union africaine sont purement indicatives et n'ont aucun caractère contraignant. Les internationalistes le savent ce que cela veut dire. Et puis on va sortir des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Même réponse. Aucun caractère contraignant. Lorsque vous regardez au demeurant la directive dont il s'agit, qui date de 2005, cette directive indique in fine que les États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sont invités à incorporer, n'est-ce pas, ces dispositions dans leur législation nationale. Tant que cette incorporation n'a pas lieu, il est évident qu'il n'existe pas dans le droit positif camerounais d'aujourd'hui une disposition interdisant, n'est-ce pas, le jugement des civils par les militaires. Il faut rappeler, parce que l'histoire est là également pour nous rappeler un certain nombre de choses, que depuis les affaires Yondo Black c'était un civil, hein? Yondo Black, Ekane Anissé, votre collègue Ahmed Abba plus près de nous, c'était des civils. Ils ont été jugés où? Ils ont été jugés devant le tribunal militaire. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens se lever à l'époque, lorsque nous défendions votre confrère, poser cette difficulté. Je ne veux pas que dans la passion, l'on veuille réinventer le droit. Le droit, ce n'est pas de la littérature. Vous comprenez? Ce ne sont pas les souhaits. J'ai lu un certain nombre de littérature dans les médias où on invite le Cameroun à appliquer un certain nombre de choses en droit international. Tout le monde sait qu'en droit international, les États ne sont tenus et ne sont astreints que par leur propre signature. La seule hypothèse où un État pourrait être contraint par d'autres États, n'est-ce pas, à faire des choses, c'est sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui peut, comme ce fut le cas en Libye, prescrire à un État libre, indépendant et souverain un certain nombre de mesures et mettre en place une force pour s'assurer de ce que ces résolutions sont effectivement, n'est-ce pas, implémentées. Nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là. Mais d'aucuns évoquent la ratification de ces traités internationaux qui garantissent les droits des civils et qui ne permettent pas à ce que des tribunaux militaires puissent connaître des affaires où les civils sont impliqués. Que répondez-vous à ces préoccupations? Monsieur Sédic Noufele, nous sommes des juristes. Voyez-vous, si vous voyez deux pénalistes ou deux civilistes qui sont en train de discuter et qui ne sont pas d'accord sur la définition du contrat, on s'entre en cas de notre code civil, c'est qu'il y a problème. Si vous voyez les deux pénalistes qui ne sont pas d'accord sur la responsabilité civile à jouer à la responsabilité 182, c'est qu'il y a problème. Donc par conséquent, j'attends. La question est qu'on me sorte un accord, un traité signé par le Cameroun, qui effectivement le contraint à cela. Et qu'on me donne les actes
de ratification et de publication, ainsi que les instruments de dépôt auprès du secrétariat général de l'organisation censée gérer la convention. Vous savez que chaque convention prévoit sa gestion par un organisme déterminé. Nous savons par exemple que la convention de Tananarive en matière civile et commerciale, n'est-ce pas, a été ratifiée et publiée par le Cameroun. J'indique que cette jurisprudence de la Cour suprême qu'on évoque ici et là sans citer l'auteur, c'est moi qui ai obtenu cette décision, qui a écarté la loi de 2007, une loi de 2007 sur les équatures en invoquant la convention de Tananarive. La Cour suprême dit la loi de 2007 a été prise en violation de la convention de Tananarive. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de l'exécution des actes notariés étrangers au Cameroun. Et le juge camerounais avait indiqué que tant qu'on n'obtenait pas l'exéquatur d'un acte notarié signé au Bénin, on ne l'exécutait pas au Cameroun. La Cour d'appel a suivi le premier juge également, et la Cour suprême a cassé en indiquant que non, la loi de 2007 étant contraire à la convention de Tananarive, en vertu de l'article 45 de la Constitution, les traités régulièrement signés et ratifiés ont une valeur supérieure à celle des lois. Dès lors, sur la base du principe du contrôle de la constitutionnalité par voie d'exception, nous écartons la loi de 2007 et appliquons la convention de Tananarive dans le cas d'espèce. On appelle ça le contrôle par voie d'exception, c'est-à-dire qu'en réalité, on écarte la loi illégale pour le cas dont il s'agit. Mais la loi continue, n'est-ce pas, à recevoir implémentation. Ça veut dire que d'autres juges peuvent aussi continuer de l'appliquer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ici, nous sommes dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale. La question est, quelle est donc cette convention, quel est donc ce traité qui a été ratifié par le Cameroun, publié par le président de la République et qui n'est pas reçu implémentation. J'indique que les directives, n'est-ce pas, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ce sont des suggestions que les experts de Banjul font aux États partis pour améliorer leur ordonnancement juridique. On les invite pour rendre plus efficients les droits prévus dans la charte d'adopter telle ou telle réglementation, mais c'est toujours la même chose. Prions les États partis de bien vouloir les incorporer dans leur législation nationale. Tant que cette incorporation n'a pas eu lieu, elle n'est donc pas opposable aux acteurs, n'est-ce pas, du droit pénal local. C'est de ça qu'il s'agit. Après ces explications-là, j'aimerais également avoir la réaction de Maître Emmanuel Achou sur les principes relatifs aux compétences d'un tribunal comme le tribunal militaire dans le cadre de cette affaire qui cristallise aujourd'hui l'intérêt de l'opinion nationale. Vous avez suivi les précisions du bâtonnier Charles Tchongan concernant le fait que ces traités dont on fait mention n'ont pas de valeur contraignante pour le législateur camerounais, pour les magistrats qui doivent connaître cette affaire. Je suis obligé de prendre le contre-pied de M. le bâtonnier. Je commence par l'article 2 du Code pénal qui dispose ainsi. Oui. Application générale et spéciale. Les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent au présent code ainsi qu'à toute disposition pénale. Donc, c'est contraignant. Je vais maintenant dans le préambule de la Constitution. Le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions irrelatives et dûment ratifiées, notamment au principe suivant. Je rappelle que la Charte africaine des droits humains et des peuples a été ratifiée par le Cameroun le 20 juin 1989 et que cette charte dispose dans ses points A, B et C qu'en aucun cas un civil ne doit être jugé par un tribunal militaire, que les tribunaux militaires sont réservés à juger uniquement les infractions concernant les militaires. Alors moi je ne sais pas si une charte qui est incorporée dans le préambule de notre Constitution n'a pas d'autorité contraignante, alors que l'article 2 du Code pénal vous dit que toute convention, tout traité s'impose.
L'article 45 de la Constitution prescrit que les conventions et traités, une fois ratifiés, prennent le dessus sur les lois nationales. Et je précise encore que notre Constitution est une loi. Une loi du 18 janvier 1996. Donc, la Constitution du Cameroun est inférieure à un traité qui a été ratifié par le Cameroun. Donc, normalement, dans la hiérarchie des normes juridiques dans ce pays, on devait plutôt appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, et non pas nos lois qui créent des dispositions renvoyant des civils devant le tribunal militaire. Ça, c'est mon avis, et je pense que dans l'ordonnancement juridique des normes, on ne peut pas faire passer une loi avant un traité. Monsieur Nufele, Je vous en prie. je voulais simplement faire deux précisions. Je crois que là, on est en train de s'embrouiller. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je peux discuter avec mon confrère, mon excellent confrère Achou sur cette question-là. Si nous voulons refaire l'école, refaisons-la, n'est-ce pas? L'article 45, c'est une facilitation d'incorporation d'un traité international au droit national, dont le traité n'est pas supérieur à la Constitution. Ça, ce sont des affirmations qui me posent quelques soucis. Dans la hiérarchie des normes, les traités internationaux ont une valeur supérieure à celle des lois nationales. Okay? La Constitution est notre pacte juridique commun. Donc c'est l'article 45 de la Constitution qui permet à ce traité de venir se mettre dans la hiérarchie des normes au-dessus des lois nationales. C'est-à-dire qu'elles ont une valeur supralégislative. Ça, c'est la première affirmation. La seconde affirmation que je voulais faire, il ne faut pas confondre la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les directives de la Commission. Et les directives de la Commission. Les directives de la Commission, cette directive, en l'occurrence, c'est une directive de 2005. Cette directive a été prise en 2005 pour suggérer aux États partis de les incorporer. Et vous voyez, quand il dit ABC, ce n'est pas ABC de la charte, c'est ABC de la directive. Parce qu'il faut quand même que nous poussions, quand nous discutons, que nous soyons d'accord sur les principes et sur les bases. Donc pour vous, ces directives ne sont pas prévues dans la charte? La question c'est quelles sont les valeurs, quelle est la valeur directive des directives de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit de cela. Il ne faut pas embrouiller nos étudiants et nos juristes avec le fait. Moi je veux bien. Si vous me demandez, est-ce qu'il faut que les tribunaux militaires jugent que les militaires, moi je vous dirais oui. Mais c'est qu'en l'état de notre législation actuelle, il est acté qu'il n'existe aucun traité ratifié par notre Parlement qui permette la modification du code de justice militaire ou de notre code de procédure pénale en la matière. Justement. Et j'indique donc, oui. Même lorsque vous ratifiez un traité, vous savez qu'il y a des traités qui ont été signés et non ratifiés. Il y a des traités que les pays signent et ne ratifient pas. Tant que ces traités ne sont pas ratifiés, ça n'entre pas dans le corpus juridique national. Et pour le cas d'espèce, Maître Emmanuel Achou, vous avez suivi le bâtonnier Tchongan qui insiste sur le fait qu'il s'agit de simples directives qui n'ont pas de valeur contraignante de son point de vue, au moment où le Cameroun fait face à un procès des civils, des hommes politiques devant le tribunal militaire. Je commence par la Constitution qui, comme mon confrère dit, ne pas être inférieure au traité. J'ai sous les yeux ici la Constitution du Cameroun et il est bien stipulé, loi numéro 96 /06 du 18 janvier 96. On peut faire le zoom, ce n'est pas Achou qui dit. C'est bien la Constitution, c'est une loi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est la Constitution, c'est une loi. Dès lors que la Constitution est une loi, et l'article 45 dit que les conventions et accords internationaux, une fois ratifiées, ont une autorité supérieure à celle des lois. Je ne sais pas comment on va me dire que la Constitution dépasse le traité. Bon, maintenant, sur la deuxième partie de votre question. La valeur des directives de la Commission africaine des droits de l'homme peut-elle s'imposer? Je ne sais pas si la charte a fait une distinction entre certaines parties de ces chartes et les autres. Mais moi, je suis dans le préambule de notre Constitution qui dit: le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites
La Constitution ne fait pas de distinction. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, dans son entièreté, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions irrelatives. Continuez. Alors, Irrelatives Continuez. et dûment ratifiées. Voilà. J'ai dit le Cameroun a ratifié Voilà. cette charte le 20 juin 1989. Mais vous parlez de la directive, vous ne parlez pas de la charte. non, je vous en prie. Pas de temps, évoluons sur ce débat pour avoir notre réaction, celle de Maître Roland Djehou. Bonjour et bienvenue sur le plateau de droit de réponse. Vous êtes le représentant du MRC et de ses alliés. Il y a cette audience qui s'est ouverte au tribunal militaire concernant le professeur Maurice Kamto et d'autres militants du MRC et leurs alliés face à la justice militaire. Au moment où l'affaire est renvoyée au 8 octobre prochain, il y a ce fameux débat sur la compétence de ce tribunal militaire à pouvoir connaître des affaires où des civils sont impliqués. Quel est votre point de vue à ce sujet? Merci Monsieur Noufele. Je profite de l'occasion d'abord pour adresser mes salutations chaleureuses à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision ainsi qu'à mes copanélistes qui m'ont précédé. Sur la question de la compétence, Monsieur Noufele, j'ai assisté au débat, en tout cas à une partie du débat qui a eu entre mes aînés, sur la question de la compétence des tribunaux militaires à pouvoir juger des civils. Mais moi, j'aimerais prendre la question sous un autre angle. D'abord, M. le bâtonnier a indiqué tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre les directives et principes de Niamey à la charte elle-même, en indiquant qu'il n'y avait pas de caractère contraignant attaché à aux dites directives. En insistant d'ailleurs sur le mot directive, pour dire que ce n'était que des recommandations qu'on fait à l'attention des États, attendant que ceux-ci incorporent ces recommandations-là dans leur ordonnancement juridique. Alors, sur cette question, j'aimerais convoquer deux choses. La première chose, c'est le recours en manquement, qui existe par exemple dans le cadre du droit communautaire européen, qui permet à un citoyen d'attaquer son État pour que celui-ci ait à incorporer précisément une directive ou une recommandation qui est faite dans son ordonnancement juridique interne, parce que cela lui préjudicie. Mais ça, c'est une solution palliative in fine, parce que le premier principe qu'il faut convoquer, et on parle du droit international précisément, c'est celui du respect de la parole donnée, du pacta sum servanda. Si je comprends bien, ça voudrait dire que nous ratifions des instruments internationaux, nous ratifions des mécanismes internationaux, parce qu'il faut le préciser, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tout comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ne sont pas ex nihilo. On ne va pas faire croire qu'il y a d'un côté la charte qui a dit des choses, et puis de l'autre côté une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait exactement ce qu'elle veut, sans que ce qu'elle fait précisément ne soit contraignant pour les États. Il faut rentrer regarder ces mécanismes-là pour avoir une autre lecture de ce qui se passe. Deuxième chose. Troisième chose, il se trouve que lorsque vous êtes parti de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et que le dispositif, le corpus, le bloc, je convoque la notion de bloc de constitutionnalité que M. le bâtonnier connaît très bien, pour indiquer que quand on parle de bloc de constitutionnalité ou de conventionnalité, il ne s'agit pas de s'arrêter à la lettre seule de la Constitution. En France, qu'il connaît certainement mieux que moi, en plus de la Constitution, pour avoir la position du droit positif par rapport à une question constitutionnelle, il faut convoquer par exemple les avis du Conseil constitutionnel français et les jurisprudences françaises, ou alors les jurisprudences du Conseil constitutionnel, qui font tout un corps avec la Constitution elle-même. Et c'est pour ça qu'on appelle cela le bloc de constitutionnalité. Dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, faire une lecture comme s'il s'agissait de s'arrêter simplement au texte de la Charte, sans tenir compte de l'abondante jurisprudence, des abondants principes qui ont été élaborés au fur et à mesure, notamment par le travail de la Charte, de la Commission africaine, c'est faire une lecture parcellaire. Et maintenant, sur les mots, il ne faudrait pas que les téléspectateurs pensent que lorsqu'on dit directive, ça ne peut pas avoir un caractère contraignant. Je convoque à ce propos le droit communautaire CEMAC. Dans le droit communautaire CEMAC, en matière d'harmonisation de la fiscalité, il y a une directive CEMAC qui fixe le taux maximum de TVA dans la zone CEMAC. Il est de 17%. C'est une directive, ça s'appelle directive.
Mais, au sens du traité CEMAC, les directives ont la même valeur que les actes uniformes dans le cadre de l'OHADA. Vous n'allez pas me dire que parce que ça s'appelle acte uniforme et non pas loi ou traité ou convention, ça n'a pas de valeur contraignante. Sinon, on ne constituerait pas les sociétés aujourd'hui conformément aux actes uniformes de l'OHADA. Donc, je fais cette précision pour indiquer qu'il est un truisme aujourd'hui que les juridictions militaires ne peuvent pas juger les civils sans enfreindre les instruments internationaux que le Cameroun a ratifiés. Et je souligne que ces instruments internationaux, contrairement à ce qui a pu être indiqué, sont tout à fait contraignants et d'ailleurs ont été repris par des jurisprudences ultérieures. Je termine sur la question de la fameuse jurisprudence au Maïs Kassim. Et je sais gré aux bâtonniers d'avoir mené le combat qu'il fallait dans ce dossier-là. D'ailleurs, ce sont nos aînés pour cela, et nous leur en savons gré. Mais je dois indiquer que la Cour suprême n'a pas eu besoin de savoir si la disposition était une disposition du droit national ou pas. Elle s'est simplement contentée d'appliquer la logique. La logique qui veut que on a deux normes juridiques. Dès lors qu'on est d'accord qu'il s'agit de deux normes juridiques, on fait le débat. Maintenant, des deux normes juridiques, laquelle est supérieure à l'autre? La Cour suprême a conclu que la Convention de Tananarive était supérieure à la loi de 2007. Conclusion, si la loi de 2007 contrevient à la Convention de Tananarive, en vertu de l'article 45 de la Constitution, on doit écarter la loi de 2007 au profit de la Convention de Tananarive. Et c'est ce qui va arriver dans le cadre de ces procédures. On fait des forçages. Parce que à quoi servent maintenant les instruments internationaux? C'est que quand vous n'avez pas fini par emporter l'adhésion de votre État à la compréhension juste des instruments internationaux qu'il a ratifiés, maintenant, ces instances-là sont ouvertes, par exemple, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et qu'est-ce que va faire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples si jamais un jugement intervient au forceps en retenant une compétence d'un tribunal militaire qui oui, doit vous avez saisi la Cour suprême. Je veux distinguer qu'il y a... Je veux distinguer. On parle là de la compétence du tribunal militaire à juger des civils. Supposons qu'il y ait le forçage que nous voyons tous, qui va être fait, probablement. Une fois que les recours internes seront épuisés, on va se retrouver devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et vous ne me direz pas que cette Cour-là ne va pas apprécier de la justesse du jugement qui sera porté devant lui à l'aune des directives et principes que nous avons acceptés en acceptant l'ensemble des instruments qui ont été mis en place dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et des protocoles y afférents. Donc, clairement, je dois le dire, les instruments internationaux que nous avons dûment ratifiés et leurs mécanismes respectifs sont de nature à rendre impossible, du point de vue du droit positif en vigueur au Cameroun, l'application ou alors la compétence des juridictions militaires à connaître des infractions. Vous me dites donc, à juger des civils. Vous êtes en train de me dire que la directive de 2005, qui incorpore in fine la phrase suivante, invitons les États partis à la charte de bien vouloir incorporer ces principes dans leur droit interne. Vous voulez donc me dire qu'en l'absence d'incorporation de ces principes dans notre droit interne, on peut l'invoquer en interne? Je vous réponds avec une analogie qui est liée au droit commercial. Est-ce que si quelqu'un... Nous sommes en droit pénal. Oui. Un droit spécial. On n'est même pas en droit pénal, monsieur le bâtonnier. Nous sommes en droit international. Je prends une analogie du droit commercial. Est-ce que si vous êtes créancier de quelqu'un, on dit que la dette est tirable. C'est-à-dire que c'est lorsque vous le mettez... Vous ne répondez pas à la question. Monsieur le bâtonnier, vous en prie, avez réagi à la suite de mon propos et vous avez ouvert un débat qui m'intéresse. Je vous dis donc que vous posez la question de savoir si l'absence d'incorporation veut dire que la directive n'a pas de valeur. C'est ce que vous êtes en train de nous poser comme question. C'est pas la question, ma question est simple. En l'absence d'incorporation dans le corpus juridique interne par les États partis, tel que précisé dans la directive. Et vous avez... Vous continuez à dire donc en interne là, on peut l'appliquer.
le fait de ne l'avoir pas formellement incorporé n'enlève pas son caractère contraignant. Justement. Par contre, fonde toute personne à engager la responsabilité internationale de l'État. Je vois bien. Manquement, et c'est pour ça qu'il existe les recours en manquement. J'aimerais avoir de réactions à ce sujet, messieurs Roland Djéhou et Charles Tchongan. J'aimerais également avoir la réaction de Maître Joseph-Claude Biliga, qui nous a rejoint sur ce plateau. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Cameroun également et représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau, dans ce bras de fer judiciaire entre l'État du Cameroun et le MRC. Il y a ce fameux débat sur la compétence du tribunal militaire à connaître de cette affaire, dont la première audience s'est tenue vendredi 6 septembre 2019. Quelle est votre analyse sur ce débat? Mais moi, je suis dans l'analyse, j'ai eu à l'affaire plusieurs fois, ici, et notamment également au niveau des réseaux sociaux. J'ai parlé des principes et des directives. Les principes tels qu'édictés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans tous les instruments internationaux de défense des droits de l'homme, de protection des droits de l'homme, ces principes sont des principes. Et on donne à chaque État la possibilité de les appliquer, de les intérioriser à travers un corpus législatif interne. Je donne des exemples. Lorsqu'on vous dit l'homme a droit à la vie, l'homme a droit à l'éducation, a droit à la liberté d'expression, c'est des principes qui sont émis. Vous ne pouvez pas, sur la base de ces principes, dire que si on vous interdit, par exemple, de marcher, c'est qu'on a violé la disposition. Non, parce que dans cette disposition, il est indiqué que chaque État essaie d'intégrer selon ses réalités, d'une manière générale. C'est pour cette raison que la liberté d'expression ou de manifestation n'est pas encadrée de la même manière, d'une manière universelle. La liberté d'expression en France n'est pas encadrée comme elle est aux États-Unis, elle n'est pas encadrée comme elle est au Cameroun et ailleurs. Or, nous avons tous un corpus, je vais dire au niveau international, de base. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, etc. Mais quand vous Alors, évoquez la deuxième chose que je voudrais dire, et je rejoins M. le bâtonnier, sur le problème des directives. Les directives ne sont pas contraignantes. Elles ne sont pas toutes contraignantes. Et mon confrère l'a très bien débattu de haut. Il dit, dans le cas où ces directives ne sont pas utilisées, le citoyen en prend acte et peut saisir les instances internationales. Mais cela n'empêche pas que le juge interne aura statué. On ne peut pas lui dénier sa compétence sur la base d'une simple directive qui n'est pas contraignante. Et Maître Dehou l'a très bien indiqué. Il a également évoqué le fait qu'il y a des jurisprudences de la part de la Commission africaine des droits de l'homme qui pourraient impacter sur l'image du Cameroun. Mais attendons donc la jurisprudence. Non, on parle de deux choses différentes. Parlons de la compétence du tribunal pénal, le tribunal militaire, à connaître de l'affaire concernant les civils. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, notre législation, c'est elle qui est appliquée, ou bien c'est la législation, ou bien c'est, je vais dire, la directive de la Cour africaine des droits de l'homme? Je pense que la réponse lui-même l'a donnée. C'est notre code. Ce sont nos lois internes qui s'appliquent. Maintenant, il a pris l'exemple de l'Europe, où lorsqu'une directive est donnée et que l'État ne respecte pas, un citoyen a le droit de saisir les instances européennes pour se plaindre du fait que l'État n'a pas violé telle directive. Et pour cette raison que je dis que ce débat pour moi devrait même être... On ne devrait même plus en parler. Pourquoi? D'un, parce que c'est quand même un peu gênant. Pour des personnes qui ont moins d'1 an, on saisit le juge militaire contre des civils. Je dis, c'est le même RMC qui a saisi il y a moins d'1 an. Si. Excusez-moi. MRC, qui a saisi le tribunal militaire dans une procédure contre des civils, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Vous imaginez bien que mes confrères, mes excellents confrères de MRC, ils ont pu bien réfléchir, ils ont lu tous les textes et ils sont tombés à la conclusion sur laquelle ce tribunal militaire était compétent. Maintenant, naturellement, c'est de bonne guerre pour eux que maintenant que ça se retourne contre eux, ils dénient la compétence au tribunal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont saisi le juge civil, c'est-à-dire la cour d'appel pour statuer sur la compétence ou non. La cour d'appel a rendu une décision. Alors, ils ont dit qu'ils ont saisi la Cour suprême. Je dis que
s'ils ont choisi la voie de la justice, qui donne donc, laisse la justice faire son travail, le juge civil. Et je vais plus loin, en disant que tout à l'heure, depuis hier, circule sur les réseaux sociaux, la lettre de notre excellente consoeur, Maître Nkom, à un enfant, où elle explique un certain nombre de choses, pourquoi le tribunal militaire est incompétent. Et dans son analyse, elle dit ceci, elle dit que le tribunal militaire serait incompétent parce que les militaires sont des personnes qui sont soumises à la discipline de l'armée, que ces personnes étant soumises à la discipline de l'armée, que le ministère de la Défense étant sous la tutelle, c'est un ministère relevant de la présidence de la République, donc nécessairement les militaires sont, comment je peux dire ça, sont aux ordres. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle estime donc que si c'était devant le juge civil, il n'y aura pas eu de problème, parce que les juges civils ne sont pas aux ordres. Je ne sais pas, vous comprenez? C'est une analyse. Ça c'est votre sous-entendu. Non, c'est une analyse, elle est toute simple. J'aimerais avoir la réaction de Roland Diouf sur ce débat, justement. Merci, M. Noufele. J'aimerais, s'il vous plaît, faire quelques précisions. La première précision, c'est que je n'ai pas dit que la directive n'avait pas valeur contraignante. Je n'ai pas dit ça. J'ai même dit le contraire. J'ai dit que la directive s'attache à la charte dans le cas de tous ces mécanismes qui sont prévus précisément par la charte et les protocoles y relatifs. C'est de là que la directive, les directives et principes de Niamey tirent leur caractère contraignant. Ça, c'est d'un. De deux, et j'ai indiqué tout à l'heure que le recours en manquement ne vise pas à donner force contraignante à un instrument qui n'a pas été incorporé dans le cadre de la communauté européenne. Pourquoi est-ce qu'on ferait un recours en manquement? Non, excusez-moi. Je vous en prie, permettez à Maître Roland Diouf, Maître Joseph Claude Biliga, permettez qu'il aille jusqu'au bout, vous pourrez réagir après. Vous savez, la responsabilité de l'État peut conduire à ce que l'État puisse être condamné à payer des dommages et intérêts. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais répondre à M. le bâtonnier en prenant un exemple que tout le monde peut comprendre. Par exemple, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas fait de mise en demeure, voire à lui payer son argent, que vous ne lui devez plus. Ce n'est donc pas parce qu'il n'y a pas d'incorporation que la norme n'est pas contraignante de son fait même. Non. L'incorporation vise un besoin de simple clarté. C'est un peu comme la codification à droit constant. Quand on décide à un moment donné de rassembler un certain nombre de textes qui existent déjà dans un seul qu'on appelle un code, ce n'est pas parce que sans le code, les dispositions là n'ont pas valeur. C'est simplement parce qu'on a besoin à un moment donné qu'il y ait une rationalité dans l'application des normes. Et donc, oui, en ce qui concerne les instruments internationaux, tout le monde sait que c'est souvent un peu touffu, c'est souvent un peu flou. Et il faut souvent convoquer un raisonnement pour en arriver à détecter la norme juridique applicable. Mais ce n'est pas pour autant que quand on détecte la norme juridique applicable dans ce flou-là, elle n'est pas moins applicable pour cette raison-là. Avant que le bâtonnier ne réagisse, j'aimerais également avoir la réaction de Maître Emmanuel Achou sur ce débat. Vous avez suivi la position du bâtonnier et Maître Joseph Claude Biliga sur la compétence du tribunal militaire et surtout ces textes internationaux qui n'ont pas valeur contraignante de leur point de vue et qui estiment que le magistrat qui doit connaître de cette affaire a la liberté de pouvoir s'inspirer de la législation en vigueur au Cameroun sans forcément s'entourer de ces textes internationaux. Moi, je pense que pour résoudre ce problème, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par incorporation ici. L'incorporation, pour moi, je vais utiliser un autre mot, harmonisation. Harmonisation. Donc, le pays parti est invité à harmoniser ces textes intérieurs pour s'arrimer au traité. Il faut s'arrimer. Et quand on n'a pas encore s'il harmonisé... vous plaît, si vous n'avez pas arrimé, allez-y à l'article 2 du Code pénal qui prescrit les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés s'imposent. Que vous ratifiez, vous harmonisez ou pas, ces règles s'imposent à vous. Donc ce n'est pas, vous ne signez pas les textes parce que vous voulez faire plaisir aux journalistes. Appliquez-les. C'est votre code pénal qui dit que ça s'impose au Cameroun. Alors, restez dans votre léthargie, vous ne voulez pas harmoniser les institutions judiciaires.
Parce que vous croyez qu'en refusant d'harmoniser, vous allez continuer à faire dans l'illégalité. Ici, là, on vous dit, dans un texte qui date même d'avant ce traité, on vous dit que tout ce que vous faites à l'extérieur, quand vous ratifiez, ça s'impose à vous. Et je vous rappelle que le Cameroun a ratifié cette charte depuis 89, 20 juin 89. Alors, quelle est l'histoire? Vous parlez de 2007. 2007, ce qui est arrivé, qui a été ratifié en 89, sera reformé par le texte qui a été vu en 2007. Il y a longtemps que le Cameroun applique cette disposition. Ça ne se pose même pas. Ça s'impose au Cameroun depuis longtemps. Et maintenant, c'est parce que les autorités gouvernementales ne veulent pas. Ils ne veulent pas arrimer l'ordonnancement juridictionnel du Cameroun à ce traité que nous en sommes là. Voilà le seul problème. On a estimé qu'envoyer les civils devant le tribunal militaire va faire peur aux gens. Ça va avoir un effet déterrant. Les gens auront peur un peu de commettre le vol aggravé et des trucs comme ça. On les envoie devant la justice militaire. Alors que nous avons signé des conventions qui interdisent cela. Mais c'est simple. Vous ne voulez pas harmoniser, vous ne voulez pas incorporer ce corpus juridique dans votre ordonnancement juridique. Ça s'impose à vous. Et c'est pour cette raison que lorsque la Commission africaine sera saisie, elle va dire le droit. Alors, on n'en est pas encore là. Monsieur Nouvelet, moi je voudrais quand même que l'on fasse attention. Voilà, ça part dans tous les sens. Voyez-vous, lorsque en droit international un État s'engage, il s'engage dans toute connaissance de cause. Il prend ses engagements quand il veut les exécuter. Regardez par exemple le traité OHADA. On a créé dans le traité OHADA une situation où on a transféré le pouvoir législatif à un conseil des ministres de la justice. Ce sont les ministres de la justice du traité de OHADA qui prennent les actes uniformes, qui en vertu de l'article du traité, sont immédiatement applicables. C'est une application directe. On n'a pas besoin de les incorporer. Vous comprenez? Quand les États veulent faire ça, ils le disent. Prenons les conventions sur les droits de l'homme. Vous savez, le droit à la vie, ce sont des droits fondamentaux. Mais tous les États n'ont pas supprimé la peine de mort. Tous les États n'ont pas supprimé la peine de mort. Il y a des États qui font partie des Nations Unies et qui sont partie de la charte, qui considèrent que ces principes-là ne leur sont pas opposables et continuent en interne d'appliquer la peine de mort. Quand il y a un conflit entre des valeurs nationales et un corpus international, l'État tranche en indiquant que ces valeurs-là n'acceptent pas ces accords-là. C'est par exemple sur l'homosexualité, avec les accords de Maputo. Je vais indiquer que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut tenir compte du genre qu'on va venir dire au Cameroun qu'on supprimera la disposition du code pénal qui réprime en droit interne l'homosexualité. Le Cameroun s'y est opposé. Le Cameroun dit non, moi je garde mon code pénal tel qu'il est parce que je considère que ces pratiques heurtent les valeurs morales actuelles de la République. Pour revenir au cas dont il s'agit, on fait comme si tout d'un coup le Cameroun s'était réveillé en 2018. Non. Et mon confrère Achou le sait. Vous savez pourquoi on a aggravé la question de certaines infractions pour les renvois devant le tribunal militaire? C'était contre le grand banditisme. Et il le sait. Ce sont des gros contre le grand banditisme. On a créé au Cameroun deux types d'infractions à compétence militaire. Infractions qui existaient avant la suppression en France. Avant, il y a ce qu'on appelle les infractions purement militaires, c'est-à-dire des infractions où on ne juge que des militaires. Et vous avez donc des infractions simplement militaires. Ce sont des infractions qui, vu leur gravité, sont commises soit avec des armes, soit avec des instruments assimilés aux instruments militaires. Ces infractions simplement militaires relèvent, ce sont des civils. C'est les braquages. Armée, on fait un braquage armée, vous êtes justiciable du tribunal militaire. Il se trouve, notamment après les attentats du World Trade Center. Je fais les droits comparés pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Aux États-Unis, M. Bush a décidé de faire voter une loi spéciale qui s'appelle le Patriot Act. Dans le cas du Patriot Act, il y a des infractions spéciales qui ont été créées. Ces infractions-là, lorsque vous êtes impliqué dans un attentat, vous êtes déclaré ennemi de la nation.
Et quand vous déclarez ennemi de la nation, vous perdez ipso facto un certain nombre de droits constitutionnels. D'où ce qui s'est passé à Guantanamo. On vous enferme dans des prisons où finalement vos droits ne sont pas respectés, vous êtes torturés. Ça existe dans le monde. J'indique simplement qu'il est souhaitable que nous allions vers un système plus ouvert, plus démocratique, que nous proposions des réformes pour qu'effectivement nous allions vers plus de protection des droits des citoyens. Mais en l'état actuel de notre législation, je voulais rappeler cette directive tout de même. Si la directive était contraignante, elle l'aurait indiqué. Au contraire, elle indique elle-même. À la fin de la directive, il est indiqué: invitons les États parties de la charte à procéder en tant que de besoin à l'incorporation des principes rappelés dans la présente directive. Et au-delà de cette pourquoi question, voulez-vous être plus royaliste que le roi? Au-delà de cette question judiciaire, Maître Charles Tchungan, il y a cette affaire politique concernant Maurice Kamto, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, Edmond Kambia, qui a manifesté en début janvier 2019 pour dénoncer la crise dans les régions anglophones, pour dénoncer un hold-up électoral selon le propre terme, et pour dénoncer bien sûr la mauvaise gestion de la CAN qui était prévue initialement au Cameroun. Ils ont été arrêtés, placés en détention, et l'affaire se retrouve devant le tribunal militaire, et presque toutes les organisations internationales estiment que c'est un procès politique. Pourtant, d'aucuns pensent que la justice est indépendante et suit cette affaire de près. M. Cédric Noufélé, je voudrais dire un mot sur les débats que mes précédents compagnons ont tourné et retourné dans tous leurs contours sur la primauté ou sur la place des conventions et traités par rapport aux lois internes. Je voudrais dire que presque tout a été dit ici, même si une conclusion n'en sort pas. Il faut dire que nos textes montrent à suffisance que dans la hiérarchie des normes juridiques, les traités, accords et conventions sont supérieurs aux lois, sont également supérieurs à la Constitution qui est la loi fondamentale. Parce que la Constitution est une loi. C'est une loi constitutionnelle. C'est une loi constitutionnelle, oui. Non, mais c'est une loi. C'est pas la même chose. C'est une loi. L'article 2 a été cité ici, du Code pénal, qui dit clairement que les traités et conventions, dûment signés et ratifiés, approuvés et publiés, s'imposent à sa source de l'article 45 de la Constitution. Ainsi qu'aux autres dispositions pénales. L'article 2 tire sa source de l'article 45 de la Constitution. Tout à fait. Qui dit que les accords, traités et conventions, dûment signés et ratifiés, ont dès leur publication une autorité supérieure aux lois. Des lois. Voilà. Dès leur publication. Dès leur publication. Pas dès leur incorporation. Dès leur publication, ce n'est pas dès leur incorporation, ça il faut le souligner également. Parce que, monsieur le bâtonnier, vous savez, vous avez participé à une jurisprudence qui fait école, l'affaire au maïs Kassim. Une jurisprudence de principe. Une jurisprudence de principe. Et dans cette affaire, vous l'aviez rappelé, la Cour suprême a cassé et annulé la décision rendue par la Cour d'appel du littoral en montant la primauté des conventions sur la loi. Vous l'avez dit, monsieur le bâtonnier. Vous revenez sur la directive? Non, je ne reviens pas sur... Exprimez-vous sur la directive. Oui, je m'exprime sur la directive. Sinon, on va rouvrir le débat. Oui, je m'exprime sur la directive, monsieur le bâtonnier. Notre Constitution affirme son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'aux conventions relatives. Je reste sur la Charte africaine des droits de l'homme, que le Cameroun a signée et ratifiée, pour dire que la directive, les principes et directives de Niamey, découlent de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Cameroun a signée et ratifiée. Les principes et directives de Niamey, qui découlent de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, font partie des mécanismes juridiques de l'Union africaine, qui guident et orientent toutes les actions que mène l'Union africaine dans ses différentes commissions. Et je vais vous dire, monsieur le bâtonnier, la nuance que vous avez faite sur l'incorporation, elle est importante. C'est pas la nuance, c'est le texte qui le dit. Non, c'est le texte. Pas moi qui le dis. Non, c'est moi qui utilise le terme nuance. C'est dans le texte. C'est dans le texte, l'incorporation. Invite, vous avez dit invite. Oui. Mais pourquoi le texte dit invite? Parce que
Ça veut dire on donne la liberté. Je vous en prie, Maître On donne la liberté. Maître Biliga, je peux m'exprimer? Oui, allez-y. Vous avez suffisamment parlé? Non, pas suffisamment. Permettez que je dise un mot. Parce que dans le concert des nations, en droit international, on considère que tous les États partis à un contrat, partis à un traité ou convention, sont de bonne foi. On considère qu'ils sont de bonne foi. D'accord. C'est pour ça qu'on les invite à faire ci ou ça. Quand ils ne le font pas, Monsieur Batoni, ils sont considérés comme étant de mauvaise foi. D'accord, monsieur Kamgia. Parce que les accords et conventions Nous sommes d'accord. Monsieur Kamgia. conclus Donnez-moi 2 secondes. doivent être respectés, Monsieur Batoni. Monsieur Kamgia, la Cour pénale internationale, le statut de la Cour pénale internationale, ce qu'on appelle le statut de Rome, est un mécanisme de mise en œuvre des systèmes des Nations Unies. On est d'accord? D'accord. Quand on voit la fin de la conférence de Rome, où nous y étions, il est dit, invitons les États partis à la Charte des Nations Unies à signer et à ratifier le présent statut de l'homme pour les incorporer dans leur législation. C'est pourquoi on ne se perd pas. On se perd. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, et certainement un des premiers contributeurs, n'est-ce pas, à cette structure, Les Nations Unies. ont décidé que leurs soldats, que si les Nations Unies veulent qu'ils envoient leurs soldats faire le maintien de la paix dans le monde, jamais, et c'est marqué, jamais aucun soldat américain ne sera déféré devant la Cour pénale internationale. Vous pensez que on peut contraindre les États-Unis à déférer ses soldats devant la Cour pénale internationale? Vous pensez vraiment? Je vais pas terminer, Monsieur Batoni. Si vous permettez, Non, je vais terminer sur ce point particulier pour dire que je termine par la bonne foi. Si le Cameroun est un État de bonne foi, si le Cameroun est un membre qui estime qu'en ayant participé à une convention, à un traité, qui a même signé et ratifié le document fondamental, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de laquelle découlent d'autres instruments, parmi lesquels les Charte principes des Nations Unies objectifs. de 48 a été signée par les États-Unis. Batonier, permettez-nous d'aller jusqu'au bout, je vous en prie. Et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples s'est inspirée de la Charte des Nations Unies. Oui, oui. Je voudrais terminer sur ce point pour dire qu'un État qui n'applique pas les principes et directives, qui découle d'une charte. Compliqué, hein? Non, Monsieur Batoni, laissez-moi parler. Pour un ancien diplomate, C'est pour ça que je parle de bonne foi. C'est pour ça que j'insiste sur la bonne foi, Monsieur le Batoni. Si nous sommes de bonne foi, nous devons l'appliquer. Si nous sommes de bonne foi. Alors, quel est, au-delà de ce bras de fer judiciaire, messieurs, qu'on avance dans l'émission, au-delà de ce bras de fer judiciaire qui se pose sur la compétence du tribunal militaire, quel est l'enjeu politique d'un tel procès, puisque la communauté internationale s'est prononcée, les États-Unis ont encouragé, invité le Cameroun à libérer Maurice Kamto pour décrisper la situation sociopolitique. L'Union européenne, la France également se sont prononcés. Au moment où le procès s'ouvre au tribunal militaire, quel est l'enjeu politique d'un tel procès, un an après l'élection présidentielle, dans un contexte sociopolitique comme celui-ci? Il y a beaucoup d'enjeux autour de cette affaire. Et je voudrais historiquement situer le prolongement dans lequel nous nous situons. Parce qu'avant l'affaire Maurice Kamto, il y a eu une autre affaire dans l'histoire de ce pays. L'arrestation, la détention de l'ancien bâtonnier Yondo Black, le 19 février, avec d'autres camarades qui s'étaient réunis, dit-on, après leur arrestation, parce qu'ils voulaient coordonner une action qui vise à favoriser le retour au multipartisme. Et je me rappelle qu'à cette époque, le bâtonnier présent, Charles Tchunga, a joué un rôle majeur dans ce procès qui s'est ouvert le 30 mars 1990 en présence de plus de 200 avocats. 350 précisément, j'ai dit plus de 200. Vous avez les chiffres exacts parce que vous étiez l'un des acteurs. Plus de 354 avocats étaient présents dans l'affaire Yondo Black. Et l'enjeu, c'était le retour au multipartisme. Puisque la loi, l'article 3 de la Constitution de 72, disait clairement que les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Donc, sur le plan juridique, ce n'était pas interdit qu'il y ait un autre parti politique. Mais nous avions le parti unique de fait. Donc, cette bataille qu'ont menée le bâtonnier Tchunga et beaucoup d'autres avocats de son époque, le Conseil de l'ordre d'ailleurs de cette époque, et son bâtonnier Bernard Mouna, a joué un rôle majeur qui nous a permis d'acquérir un certain nombre de lois qui mettaient de côté les lois liberticides. Parce qu'on a eu une session des libertés en 90. En décembre 90, on a eu la promulgation des lois sur les partis politiques. Ça a permis le retour au multipartisme. Quand je dis retour, c'est parce qu'avant l'indépendance, nous avions déjà le multipartisme.
Il y a eu l'interruption de 66 qui a fait en sorte que l'UNC naisse de la fusion de plusieurs partis politiques. Je disais donc, ce qu'on a gagné avec l'affaire Yondo Black, c'est ces lois, on a supprimé la loi sur la subversion, par exemple, de 62. Il y a eu la loi sur la liberté de communication sociale, la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations. Il y a eu beaucoup de lois ici, il y a eu beaucoup de lois. On a beaucoup avancé. Et je disais que voilà le premier temps majeur qui est fort, qu'il faut rappeler. Je dis donc que quand je rappelle ce fait, l'affaire Yondo Black, je reviens maintenant à la question que vous avez posée. Nous sommes dans le deuxième temps fort de l'histoire des luttes pour le combat visant les libertés et la démocratie au Cameroun. L'affaire Maurice Kamto, c'est le deuxième temps fort après l'affaire Yondo Black. Nous avons une cinquantaine d'avocats qui étaient présents l'autre jour, y compris le bâtonnier Tchakounte, qui était là dans le cadre de l'ouverture de ce procès. Et je dois dire que l'un des enjeux... Pour défendre notre concert. Pour défendre les avocats. Notre concert. Votre concert, maître Michel Doki. C'est ça. Donc vous voulez me dire que... il est là en tant que chef de l'ordre pour le défendre les avocats. bâtonnier n'est pas concerné par Maurice Kamto, avocat. Il est là pour défendre les avocats impliqués dans... Les avocats impliqués dans le dossier. Là, on s'entend. Il est là pour défendre les avocats impliqués dans le dossier, dans l'affaire. Comme il le fit dans l'affaire sur ce coup. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a des avocats là-bas qui ont été poursuivis. Il faut le rappeler. Je vais donc dire que l'un des enjeux majeurs de ce procès qui s'ouvre, l'affaire Maurice Kamto et autres, comme il y a eu l'affaire Yondo Black et autres, c'est le débat sur la transparence électorale. Il y a le débat sur la transparence électorale et de manière sibylline, la bataille pour le respect des principes de dévolution des pouvoirs au Cameroun. Ça, c'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Mais d'abord, le débat sur la transparence électorale. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une controverse sur les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Il y en a eu une après les élections présidentielles du 11 octobre 1992, avec Nidjan Funditier, qui était le... Non, il n'était pas seulement le candidat du SDF, il était surtout le candidat de l'Union pour le changement. Parce que c'est tout un mouvement, toute une dynamique qu'il avait portée. Et qui avait permis à John Fundi, selon lui et ses partisans, d'avoir gagné cette élection. Parce que officiellement, d'après le président de la Cour suprême de l'époque, du Pandamouele, dans son arrêt qu'il avait lu le 23 octobre 1992, c'est Paul Biya qui avait gagné l'élection. Mais cette élection est restée controversée jusqu'à aujourd'hui. Et quand je lis, j'observe tout ce qui se passe avec les actions que mène le MRC, dont Maurice Kamto est le président, il me semble que dans la lutte pour dire non au hold-up électoral, c'est la bataille pour la transparence électorale au Cameroun, pour qu'il n'y ait plus jamais de hold-up. Je vois ça comme l'un des enjeux de cette bataille. Au-delà de ça, il faut dire que la mobilisation à laquelle on a assisté autour du tribunal militaire de Yaoundé, des partis politiques, de la société civile et des populations qui ne pouvaient pas accéder au tribunal parce que c'était exigu. D'ailleurs, on a observé que l'un des prévenus, Christian Pendaïkoka, a eu un malaise à cause de l'ambiance qu'il y avait dans ce tribunal-là. C'est pour dire que, en tenant compte de ce qui s'est passé, mais aussi de l'attention, et là, de l'attention de la communauté internationale, et je précise, notamment des sociétés savantes du droit. Je parle de l'Institut du droit international. Je parle de l'Académie du droit international de la Haye. Je parle de l'Académie internationale du droit comparé, entre autres. Et je parle également du Parlement européen. Je parle du Sénat américain, du Sénat du Congrès américain, de la Chambre des représentants du Congrès américain. Je parle de l'Union africaine, de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. De toutes ces institutions, y compris l'Union européenne, y compris Madame la haute représentante chargée des affaires étrangères de l'Union européenne, qui ont sorti des communiqués, y compris Madame le haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU, qui disent, suivent avec la haute attention, ils sont avec une vive attention ce qui se passe à Yaoundé dans cette affaire. Et compte tenu de ce que nous sommes au mois de septembre, à New York, l'Assemblée, l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, ensuite les débats qui auront cours pendant cette assemblée générale, mais également le débat général qui commence en septembre et s'achève en décembre. Beaucoup de choses vont se passer. Justement, on va en parler dans cette émission. J'aimerais également avoir la réaction de Maître Joseph-Claude Biliga. Nous sommes 1 an après l'élection présidentielle. Le chef de l'État a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel
celui qui est classé deuxième, est aujourd'hui dans un procès devant le tribunal militaire après avoir organisé des marches à travers les principales villes du Cameroun pour dénoncer et revendiquer à la fois l'amélioration des conditions de vie des Camerounais dans les régions anglophones et ce qu'il considère comme le hold-up électoral. Quel est l'intérêt de ce procès au tribunal militaire de celui qui est présenté aujourd'hui comme le principal adversaire politique du chef de l'État? Je crois que c'est lui seul qui peut répondre à cette question. C'est lui seul, tout à l'heure, mon voisin, M. Kamga, lui, peut-être a trouvé une solution. Il pensait que c'était l'intérêt, c'est par rapport au hold-up. Je ne pense pas que le professeur Kamto a dit que l'intérêt, c'était par rapport au hold-up. Pour moi, l'intérêt, c'est situé au niveau, entre autres, de l'indépendance de la justice. Il faut qu'on essaie de voir, lorsque la justice est saisie et qu'elle rend une décision, doit-on la contester? Lorsque la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel rend une décision, est-ce que une partie à l'élection présidentielle a-t-elle le droit de continuer à contester? C'est aussi un problème qu'il faut régler. Et nous sommes dans un état de droit. Et lorsque je parle de l'indépendance de la justice, je me réfère à ce que vient de dire M. Kamgia, qui vous dit telle institution a dit ceci, telle autre. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que nous devons rendre la justice camerounaise doit être soumise aux désirata des sociétés savantes, de tout ce monde-là. Moi, je pense que c'est pas sérieux en réalité. Nous sommes tous d'accord sur une chose. Nous avons besoin des élections transparentes. Nous avons besoin d'une élection non contestable ou non contestable. Mais seulement, le problème est celui-ci. C'est comme l'a dit si bien, moi j'aime beaucoup y revenir, le professeur Kamto en 2004, je crois, que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, station comme Conseil constitutionnel, sont des dogmes. Je souhaite quand même qu'on puisse revenir dessus, qu'on se dise qu'aujourd'hui il est anormal que, dès lors que le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur la contestation née des élections, qu'un candidat continue à aller dans la rue pour pouvoir contester cette élection. Ça pose problème. Ça pose problème. Et il ne faut pas évacuer ce problème en se disant c'est la guerre pour le hold-up. Non, le hold-up, oui, vous dites qu'il y a un hold-up, vous allez saisir le tribunal. Le tribunal, le Conseil constitutionnel, qui dit voilà la décision que j'ai rendue. Elle peut ne pas être bonne, cette décision. Elle peut ne pas être une décision juste, entre guillemets, mais on a l'obligation de pouvoir l'accepter. Sinon, on va aller de contestation en contestation. Et dès lors qu'on ne l'accepte pas et qu'on pose des actes qui peuvent rentrer dans une certaine qualification pénale, il faut bien qu'on accepte qu'on peut être poursuivi par rapport à ces actes qu'on aura posés, qui vont à l'encontre des lois de la République. Donc les actes posés par le professeur Maurice Kamto et ses alliés méritent-ils qu'ils soient traduits devant un tribunal militaire et accusés d'insurrection, de rébellion, d'hostilité contre la patrie? Mais je pourrais même... Non. Sur la base des actes, la qualification ne dépend pas de nous. Elle dépend des personnes choisies par le législateur. Dans le cas d'espèce, je crois que c'est le comité de gouvernement qui qualifie au moment où l'infraction est commise, si cette infraction rentre dans l'insurrection, dans l'hostilité qui sont des infractions qui sont contenues dans les codes, dans le code pénal, dans un certain nombre de tests qui sont des tests votés par notre Assemblée nationale et qui sont censés, que tout le monde doit censé connaître, notamment le professeur Kamto. Vous savez très bien qu'il a participé, peut-être en tant que conseil ou en tant que... Mais il a participé dans l'élaboration de ce code pénal. Donc il connaît très bien, même s'il n'avait pas participé en tant qu'avocat, je dis qu'en tant que citoyen, nul n'est censé ignorer la loi, il doit connaître la loi. Donc moi je dis, je ne suis pas pour la sévérité. Et je voudrais quand même qu'on dise des choses quand même. Il ne faut pas non plus donner l'impression, chaque fois qu'on le fait, que le tribunal militaire, c'est une cour martiale. Mais non, pas du tout. Mais non, moi j'ai eu à plaider devant le tribunal militaire où on condamne à des peines de 1 an ou 2 ans, etc., ou un peu moins. Devant le tribunal civil, on condamne à la peine de mort, oui ou non, on le fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, la sévérité d'une peine, c'est quoi? Le tribunal, c'est à travers les peines qu'on peut donner. Est-ce que les garanties, est-ce que les droits de la défense sont garantis ou non devant le tribunal militaire?
sont-ils moins garantis, si vous voulez, que devant le tribunal civil? La réponse est non. Oui. Mais non, confrère. Moi, je vous dis, je suis avocat. J'ai eu à plaider plusieurs fois devant le tribunal militaire pour des civils. Et c'est pas par hasard que les conseils de monsieur le professeur Kamto ont saisi le tribunal militaire il y a moins d'un an. Ils ont saisi le tribunal militaire contre des civils. Parce qu'ils savaient que ce tribunal militaire, c'est pas la cour martiale. S'ils veulent nous faire comprendre qu'à l'époque, c'était la cour martiale, c'était pas la cour martiale et qu'aujourd'hui c'est la cour martiale, ça pose un problème. Il faut bien être conséquent de ce qu'on fait. Il ne faut pas penser un seul instant qu'on peut poser les actes et les évacuer, comme j'ai vu dans la conférence d'Express, le confrère à conseil de MRC évoqué en disant mais non, nous on avait saisi le tribunal, ça ne veut pas dire que les autres doivent également saisir le tribunal militaire. Mais non. Et maintenant qu'on a saisi le tribunal militaire et que le tribunal militaire et qu'on a contesté la compétence du militaire qui s'est déclaré incompétent, on a saisi qui s'est déclaré compétent, on a saisi la cour d'appel. La cour d'appel a rendu une décision. Elle a rendu une décision et moi, pour ça, tout à l'heure, pour revenir un peu en arrière, vous disais que pour moi, ce débat est même dépassé. Le débat sur la compétence du tribunal militaire aujourd'hui, dans le cadre du dossier et dans le cadre de l'affaire Kamto, est dépassé. La décision a été rendue et qu'ils aillent, s'ils ont fait le pouvoir, ils vont aller à la Cour suprême, et la Cour suprême peut-être dira le droit de manière définitive, mais pour le moment, et je crois que c'est un débat qui ne devrait même plus être évoqué. Vous brandissez l'indépendance de la justice militaire dans le cadre de cette affaire, au moment où le MRC est très inquiet pour les procédures concernant Maurice Kamto et d'autres militants du MRC et leurs alliés dans le cadre de cette affaire. Pourquoi continuer à contester l'élection présidentielle? Vous avez suivi Maître Joseph Claude Biliga qui estime que c'est là le nœud du problème et qu'il faudra laisser le tribunal militaire connaître de l'affaire et qu'il pourrait prendre des décisions qui sont loin d'être celles que vous êtes en train de craindre. Moi, j'ai écouté Maître Biliga se poser la question de savoir, a-t-on le droit de contester les décisions du Conseil constitutionnel? Moi, j'ai envie de lui poser la question en retour, a-t-on le droit de s'exprimer? Tout simplement. Parce que je ne vois pas en quoi une décision du Conseil constitutionnel remet en cause la liberté d'expression, la liberté de manifestation. On peut parfaitement être d'accord, et je le dis, en toute hypothèse, on peut parfaitement se dire que, ok, on a une décision, exactement comme l'avait fait le SDF d'ailleurs dans les années 92. Sur le plan du droit, ils ont pris acte, ils avaient décidé de prendre acte de la décision qui entérinait le hold-up dont ils étaient victimes. Est-ce qu'ils ont choisi d'exprimer leur opinion sur cette décision de justice? Ils l'ont fait à leur façon dans les années 92. Le MRC et ses alliés a choisi de le faire à sa façon en 2018 à travers des manifestations publiques, chers confrères. Pas à travers des insurrections ou des hostilités contre la patrie, à travers des manifestations que d'ailleurs vous aussi vous faites très bien au RDPC. Du reste, pour dire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où on a le droit de dire « je soutiens la décision du Conseil constitutionnel qui dit que M. Biya a gagné ». Mais on ne peut pas dire « je suis contre la décision du Conseil constitutionnel qui dit que M. Biya a gagné ». C'est la même liberté qu'on exprime tous les deux. Je poursuis en revenant un peu en arrière. La vraie question que vous avez posée, M. Noufele, concerne la garantie de l'indépendance de la justice. Et le débat qu'on a fait au départ, il est parfaitement assis là-dessus. Parce qu'on a parlé de la directive de Niamey comme si ça sortait de nulle part. La directive de Niamey est venue préciser l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et l'article 26 prescrit que les États partis doivent garantir l'indépendance des juridictions aux citoyens. C'est donc pour donner du sens à cette disposition, cette fois-là, s'il faut rester dans la logique du bâtonnier, contraignant, puisqu'on ne discutera pas, monsieur le bâtonnier et moi, du caractère contraignant de l'article 26 de la charte. Pour donc donner du sens à ce que la charte doit avoir comme principe d'indépendance, la commission qui, en vertu de l'article 45 de la même charte, est supposée, à son alinéa 3, interpréter. La commission a, au sens de l'article 45, alinéa 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mission d'interpréter la dite charte.
C'est en vertu de ce pouvoir d'interprétation de la charte que la commission, à travers les directives et principes de Banjul, a donné du contenu, ou alors donné un contenu plus précis, à l'article 26, sur les juridictions militaires, en indiquant qu'il est difficile de soutenir qu'une juridiction militaire peut être indépendante et donc peut garantir que la justice soit rendue aux justiciables civils de manière indépendante. Quand vous avez un commissaire du gouvernement qui qualifie, justement, c'est un militaire, le commissaire du gouvernement, un militaire qui est aux ordres, et ce n'est pas une injure de le dire, c'est son statut qui l'oblige à être aux ordres. Il choisit donc la qualification qui correspond aux conditions dans lesquelles il travaille, c'est-à-dire de recevoir des instructions. Quand il a qualifié, lui, le commissaire du gouvernement militaire de surcroît, dont le patron se trouve être le président de la République, il le renvoie devant un juge d'instruction militaire, lui aussi militaire, habitué à recevoir des instructions, qui, on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire qui nous concerne, n'a pas réussi à instruire, ni à charge ni à décharge. Parce que lorsqu'on lui a posé la question de la compétence, il a tout simplement décidé de faire une ordonnance de règlement. Il a renvoyé tout le monde, en tout cas il a renvoyé la bonne partie devant le tribunal, il a fait un non-lieu pour le reste, mais il n'a pas instruit. Parce que instruire au fond supposait qu'il ait des éléments à charge et des éléments à décharge. Les personnes renvoyées n'ont jamais présenté leurs éléments à décharge. Ils se sont retrouvés renvoyés. Donc, sur la question du sens historique qu'on peut donner à ce procès, c'est de dire que les Camerounais doivent savoir que ce qui se joue là, c'est la possibilité d'avoir accès un jour à une justice véritablement indépendante. Je vous en prie, permettez qu'il aille Je vous en prie, laissez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez pouvoir réagir. À une justice véritablement indépendante. Et on ne peut pas me dire que parce que les juridictions militaires peuvent être clémentes, elles sont de ce fait-là indépendantes. La clémence n'est pas l'indépendance. On peut être clément sans être indépendant. Ce n'est pas parce qu'on vous donne une peine minime qu'on devait vous donner cette peine. Et ce n'est pas parce que les juridictions ordinaires condamnent parfois plus lourdement qu'il faut désormais sacrifier à ces principes que nous avons validés, ratifiés dûment, au nom d'une certaine clémence. Je termine en sortant parce que le débat sur le sens du hold-up électoral s'attache à une autre disposition de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est l'article 16 qui garantit à tous les citoyens l'égal accès aux fonctions publiques. Dès lors que dans un pays, on est capable de vous voler une élection, dès lors que dans un pays, l'expression libre du suffrage en faveur d'une personne donnée peut être détournée en faveur d'une autre personne, à partir de ce moment-là, l'État concerné viole au minimum l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et je vais aller plus loin, viole un autre instrument international qu'on a ratifié récemment, en tout cas un peu plus récemment que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est 2012, la CADEC. Et les dispositions de la CADEC sont encore plus claires. Quand on parle de hold-up électoral, je vous invite à regarder les dispositions de l'article 23 de la CADEC, qui parle de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et vous verrez à l'alinéa 4 que le changement anticonstitutionnel de gouvernement, ce n'est pas seulement les coups d'État. Non. Même les États peuvent, les gouvernants peuvent se rendre coupables de changement anticonstitutionnel de gouvernement dès lors qu'ils font des hold-up électoraux. Et c'est le sens de l'article 23 alinéa 4. Il faut donc qu'on mette tout cela dans le contexte pour dire que ce n'est pas un débat vain que nous faisons. On ne discute pas par exemple de la compétence du tribunal militaire juste parce que ça concerne le professeur Kamto d'ailleurs. Et je signale que pour renforcer le manque d'indépendance de cette justice militaire, Maître Biliga a bien voulu rappeler déjà plusieurs fois que les avocats du MRC avaient saisi le tribunal militaire, mais qu'ils disent aussi ce que cette plainte est devenue. Si c'était un tribunal véritablement indépendant, on en serait là à faire le débat sur les déclinatoires de compétences de ceux qui avaient été traduits devant ce tribunal-là au jour d'aujourd'hui. Mais ça fait plus d'un an, comme vous l'avez indiqué, aucune instruction n'a été ouverte. Pourquoi il y a ce traitement de 2 poids 2 mesures? Il aurait fallu que le tribunal militaire ouvre cette
informations-là contre ceux que nous avions poursuivis et qu'ils disent nous pensons que nous ne sommes pas compétents, à ce moment-là, on vous aurait donné du crédit. Mais vous ne pouvez pas dire que vous devez vous faire juger simplement parce que vous aussi, vous avez en son temps saisi le tribunal militaire. Sachez que ça pouvait être aussi simplement une façon de marquer l'événement qui était une barbarie abjecte, le fait de brûler. Le fait pour un concurrent politique de brûler des effigies de son concurrent en mondovision, en présence de ceux qui sont supposés incarner la République. On est dans une démocratie capturée, on est dans une démocratie confisquée. Et ce traitement de 2 poids 2 mesures du tribunal militaire nous montre encore une fois que les tenants du pouvoir instrumentalise la justice, en l'occurrence la justice militaire, pour régler des comptes. Alors, Maître Emmanuel Achou, cette justice camerounaise aujourd'hui à l'épreuve d'une affaire importante, celle qui concerne celui qui a été officiellement classé 2e à la dernière élection présidentielle il y a 1 an, qui fait face à la justice militaire accusée d'insurrection, d'hostilité contre la patrie. Quels sont les enjeux politiques d'une telle affaire au moment où le pays est confronté à plusieurs défis sécuritaires, économiques et avec la crise anglophone dont nous allons parler tout à l'heure? Merci Cédric. Tout à l'heure, mon confrère a soulevé une question très importante qui mérite que je m'y attarde un peu. Est-ce que la justice militaire peut être qualifiée d'indépendante? Nous savons qu'il y a un statut spécial de la magistrature pour les juges de l'ordre judiciaire. Nous savons qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature pour les juges de la justice ordinaire. Et c'est le président de la République qui préside. Et mon cher confrère, M. le bâtonnier, a déjà comparu devant cette juridiction plusieurs fois pour défendre des gens. Est-ce que vous pouvez m'indiquer des textes qui permettent de jauger et de juger les magistrats militaires en cas de mauvais travail ou en cas d'indiscipline? Il n'y en a pas. Alors, vous voulez donc, il y en a, hein? Ok. J'attends donc voir le jour où on va les amener devant le Conseil supérieur de la magistrature, où on va déclarer que tel magistrat militaire est condamné pour corruption, comme c'est le cas des magistrats de l'ordre judiciaire que nous voyons. On n'a jamais vu un magistrat militaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. Pour autant, est-ce que ça enlève leur indépendance, leur probité? Voilà la question. Voilà la question. Qu'est-ce qui garantit donc l'indépendance des magistrats de l'ordre militaire? Puisque ce sont des militaires de carrière. C'est des militaires de carrière. Ils siègent d'ailleurs en uniforme. Ils siègent en uniforme dans des casernes militaires. Alors, qu'est-ce qui garantit leur indépendance? Ils font tous partie du ministère de la Défense. Qui est leur chef? Et s'il vous plaît, le mot d'ordre militaire, c'est quoi? Conformément aux instructions de nos chefs. Qu'est-ce qui fera que ce militaire qui est assis là, en uniforme, dans un environnement militaire, agisse contrairement aux ordres reçus de ses chefs? Qu'est-ce qu'il va le faire? Je pense que vraiment, nous ne devons pas nous leurrer. Le juge militaire ne peut pas être indépendant. Mais les infractions qui ont été retenues contre Maurice Kamto sont inscrites dans les textes légaux existants au Cameroun. Comment expliquez-vous que vous mettez en cause l'indépendance de la justice militaire appelée à connaître de cette affaire? Voilà, les infractions qui ont été visées, nous les connaissons. Insurrection, hostilité à la patrie, terrorisme. Vraiment. Qu'est-ce que nous, Camerounais, on a vu? Moi, personnellement, j'ai vu, comme la télé a montré, quand tu es descendu dans les rues, avec ses militants, sans autorisation de manifester. C'est ce que moi j'ai vu. Et j'ouvre mon code pénal à l'article 231. Le code pénal est ici, 231, et il dispose clairement: atteinte à la paix publique, réunion et manifestation.
est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. C'est lui qui participe à l'organisation de toute réunion ou manifestation dans un lieu ouvert ou public sans avoir fait la déclaration éventuellement requise et avant l'expiration du préavis requis ou après notification de l'interdiction légale. Avant la dite déclaration ou après la dite déclaration, adresse par quelque moyen que ce soit une convocation pour y prendre part. Je laisse le reste. Voilà ce que nous tous, on a vu. Et on s'attendait à ce que Kamto, ayant violé la loi, soit poursuivi pour cette infraction. Alors, moi, je vois que le juge militaire, donc j'ai dit que son indépendance est à mettre entre parenthèses. Lui, il trouve l'hostilité à la patrie. Quelqu'un descend dans la rue sans autorisation, il est hostile à la patrie. Insurrection sans armes. Je n'ai pas vu Kamto même avec un couteau. Aucun militant du MSC était armé ce jour-là. Hostilité à la patrie, insurrection. Sans violence, rébellion, terrorisme. Mais c'est pas possible. Mais vous voulez donc que j'accorde quelle crédibilité à ce que je vois là? Moi, je dis vraiment, il faut qu'on soit un peu sérieux. On ne peut pas, dans ces conditions, prendre des civils, les envoyer au tribunal militaire. Franchement, si ces personnes qui sont au RDPC doivent comprendre que nous autres, on comprend qu'il s'agit d'accuser son chien de rage pour le noyer. Moi, il faut le dire clairement. Hein. Alors, vous faites ces choses-là, tout le reste des Camerounais vous regardent comme vous êtes en train d'accuser votre chien de rage pour le noyer. Pourquoi a-t-il osé contester les résultats des élections? C'est ce que nous comprenons. Dire que ces infractions-là que vous reprochez à ces personnes sont fondées, vous allez le démontrer devant le tribunal. Le tribunal que vous contrôlez parce que les militaires sont aux ordres de leur chef. Vous ne me montrerez pas un texte qui garantit l'indépendance des magistrats militaires. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, vous estimez que donc l'enjeu, oui. L'enjeu c'est quoi? Tout comme dans le cas des sécessionnistes anglophones, nous risquons encore d'aggraver la situation sociale qui est suffisamment entamée. Vous avez vu que la condamnation de Sisikou a provoqué dans la zone anglophone un climat terrible. Jusqu'à maintenant, nous avons l'exode massif des populations. Alors, maintenant, on va aller jusqu'au bout avec Kamto et les MR6. Qu'est-ce qui nous attend? À quelle sauce est-ce que le Camerounais sera mangé après la condamnation de Kamto? Vraiment, c'est une situation qu'il ne faut pas, mettre sur la table. Et essayons de décrisper la situation. On n'a pas besoin de jeter de l'huile sur le feu. Le Cameroun peut se faire sans ce procès-là. Vous voulez les juger, jugez-les pour ce qu'ils ont fait. Mais aller apprendre des trucs ou des peines de mort et tout ça, parce qu'ils ont manifesté dans la rue, moi vraiment je trouve que c'est excessif. C'est vraiment excessif, il ne faut pas arriver à ce niveau-là. Maître Charles Tongan, comment on sort de cette impasse politique avec ce bras de fer judiciaire entre l'État du Cameroun et une formation politique dont le leader a été classé deuxième lors de la dernière élection présidentielle? Je voulais d'abord faire une observation préalable. Je ne pense pas qu'il faille venir ici entrer dans les stratégies de défense du MRC qui a d'excellents avocats pour cela. Nous ne sommes pas ici pour dévoiler les stratégies de défense. Mais en tant qu'observateur, je note simplement que, je l'ai dit sur une autre antenne, même comme ça a été interprété autrement, que le débat qui va se poser dans le cas de cette affaire, ça va être le débat sur la qualification. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, dans le cadre de cette procédure, on a affaire à qui? Vous avez l'autorité de poursuite. Quand en matière civile, on dit c'est le procureur. En matière militaire, on dit c'est le commissaire du gouvernement. Il faut savoir qu'il s'agit du procureur, qu'il s'agit du commissaire du gouvernement, il a l'opportunité des poursuites. Qui est-ce qui lui dit de poursuivre ou de ne pas poursuivre? Moi, personne n'en sait rien. Qu'il s'agit du procureur civil. Oui, non, je veux dire que. C'est tout le débat, monsieur le bâtonnier. Je ne m'interromps pas. Je vous en prie, permettez à Maître Tongan d'aller. Je vous ai laissé l'analyse. Je ne vais pas rentrer parce que vous aimez trop faire de la diversion. J'indique simplement qu'il y a l'autorité de poursuite devant le tribunal militaire qui s'appelle le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement est dans son bureau. Il voit qu'il voit. En tout cas, on attend de lui. Il qualifie. Je dis que dans cette perspective-là, le rôle de la défense,
le rôle de l'avocat. Il faut que le commissaire nous explique à ce procès comment est-ce qu'il a vu les éléments rattachés qui constituent la rébellion, qui constituent le terrorisme, qui constituent les destructions, l'hostilité, etc. J'ai indiqué qu'il y a au magistrat de la République, le président de la Cour suprême, qui a déjà fait ce questionnement-là dans son cours de la rentrée solennelle. Moi, je ne sais pas, personne ne va aller lire ce discours, mais ça, à bon entendeur, salut. J'indique simplement que moi, en tant qu'acteur de la justice, moi, j'attends voir comment on construit un acte d'accusation comme celui-là. Moi, j'attends voir. L'œuvre de déconstruction appartient, n'est-ce pas, aux avocats des mises en cause. Maintenant, sur le fond, sur la question de sortie de crise. Vous savez, ce procès est le reflet, même comme on ne veut pas le dire, d'une crise post-électorale, parce qu'il y a une crise post-électorale au Cameroun. Je ne juge pas. J'indique que je ne connais pas de conflit dans le monde. Je n'en connais pas. Qui ne se termine par un règlement pacifique. Il se trouve que pour l'instant, c'est la voie judiciaire qui est utilisée. Attendons voir. Vous savez que dans notre code de procédure pénale et dans le code de justice militaire, le ministre de la Défense a des prérogatives. On l'a vu notamment dans l'affaire de Frundi, crise post-électorale, où il était prévu de le poursuivre. Et un arrêt de poursuite a été prononcé. Moi, je n'exclus rien en tout état de cause. J'indique simplement qu'il ne nous appartient pas ici sur un plateau d'entrer dans le débat de la procédure du dossier qui est pendant devant le tribunal militaire. Et sur le plan politique, je vous ai indiqué, dans l'atmosphère, avant cette émission, je vous ai indiqué que j'apporterai ma contribution sur la question de l'opportunité du jugement des civils devant les juridictions militaires. Je crois que je dis ma position, elle est connue. En ce qui concerne le dossier qui est devant le tribunal militaire, je fais confiance aux avocats des mises en cause pour, n'est-ce pas, développer les arguments en faveur. Moi, je ne pense pas qu'il faille, n'est-ce pas, transformer les plateaux de télé en débat d'une affaire qui est pendante devant les juridictions. Moi, je me refuse d'entrer dans ce débat-là. Voilà. Sur le plan politique, Charles, il est évident. Que faut-il faire? Le Cameroun est pratiquement à la croisée des chemins. Il y a un climat sociopolitique très tendu. Il y a un président de la République qui a été réélu. C'est la première année de la mise en œuvre de son mandat. Et son principal challenger est devant le tribunal militaire. Que faut-il faire dans un tel contexte? Écoutez, encore une fois, je vous dis qu'il faut séparer la solution judiciaire de la solution politique. Et tant que la solution judiciaire est pendante, la solution politique appartient à deux personnes, soit d'initiative du ministre de la Défense ou du président de la République. Donc, j'indique, oui, le code de justice militaire indique que le ministre de la Défense, sur instruction du président de la République, peut. Qui donne les ordres. Oui, mais qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire, monsieur Achou? Moi, je vous en prie, monsieur. J'ai l'impression que vous découvrez votre pays. On a l'impression que vous découvrez votre pays. Et je voulais aller plus loin, monsieur Noufele. La question de l'indépendance ne se pose pas simplement pour la justice militaire. La question de l'indépendance est une question centrale pour laquelle nous nous battons depuis des années. Vous avez écrit l'impossible justice. Oui, nous nous battons depuis des années sur la question de l'indépendance. Donc, qu'on n'attende pas de moi que je vienne dire que sur cette question, M. Joe a tort ou que Achou a tort. Nous sommes dans la même posture. Il faut faire attention. Sur les questions, n'est-ce pas, de la transparence, de l'équité, de l'indépendance de la justice au Cameroun, nous sommes toujours en train de nous battre pour que les choses s'améliorent. Si vous avez lu mon ouvrage, des suggestions ont été faites pour en sortir. Et nous sommes en ce moment, le ballon est en ce moment réuni en commission pour essayer de faire des suggestions au gouvernement la semaine prochaine pour régler le problème des avocats par rapport au système judiciaire camerounais. Et la question de l'indépendance des magistrats, et je vous dis des magistrats civils, est au cœur de notre réflexion. Vous comprenez? Donc, je trouve simplement que, bon, c'est vrai qu'à l'occasion de ce procès, ça permet de pousser la réflexion, de créer le débat autour de cette question, d'interpeller les pouvoirs publics. Mais j'indique
et là, j'espère qu'on va revenir sur la question des avocats, nous travaillons pour que, n'est-ce pas, les réformes, et on nous l'a promis, que les réformes idoines aboutissent pour que nous ayons dans ce pays une justice. Quand je parle de justice, je ne la vois pas simplement chez les militaires. Je la vois pour l'ensemble des citoyens de la République. Une justice réellement indépendante pour que, encore une fois, justice, il y a cette déesse de la justice et vraiment les yeux bandés. Parce que le problème de notre justice, c'est quoi? Quelle est la symbolique du bandeau? La symbolique du bandeau, c'est que quand le juge juge, il ne sait pas qui il juge. Il a le glaive pour sanctionner. Il a la balance pour mesurer. Mais lorsqu'il voit ses adversaires, il voit les acteurs, il y a des influences qui font qu'effectivement, sa décision penchera d'un côté ou de l'autre, selon que la pression est la plus forte. Et cette pression-là s'appelle politique, financière, corruption, amicale, pouvoir, tribal. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement camerounais qui est sous la pression du barreau afin de réformer la justice camerounaise. Avec vous, Edmond Kamga, il y a eu cette annonce d'une suspension du port de la robe et de la non-fréquentation des cours et tribunaux. Ensuite, une réunion de crise entre le ministère de la Justice et des avocats. On a vu une célérité dans les communiqués du ministre délégué auprès du ministre de la Justice pour attirer l'attention des magistrats, des présidents des cours d'appel et présidents des tribunaux sur le respect d'un certain nombre de dispositions légales. Comment comprendre cette diligence de la part du ministère de la Justice après l'annonce de la grève des avocats? Nous apprécions déjà qu'il y ait eu cette concertation entre le barreau et le ministre délégué auprès du ministre de la Justice au sujet de la sortie du Conseil de l'ordre qui a posé des problèmes poignants au sein de la société camerounaise dans les relations entre la profession d'avocats et leurs clients et de manière générale sur le respect des droits humains au Cameroun. La deuxième chose, c'est au niveau des instructions qui ont été prises par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, parce que dans ces instructions, il y a un des points importants qu'il a souligné. Il demande, n'est-ce pas, aux responsables des unités de police et gendarmerie, à tous ceux qui appliquent la loi, de veiller au respect des textes nationaux et internationaux. Et dans les textes internationaux, il y a les conventions. Quand il le dit, ça me ramène un peu au débat que nous avons eu ici, sur ce plateau, sur la place des traités et conventions par rapport aux lois internes. Pour dire que même le ministre Momo Jean de Dieu reconnaît la nécessité de respecter les conventions et traités dûment signés et ratifiés et publiés au Cameroun. Et j'espère qu'il sera entendu, parce que malheureusement, quelques heures après les instructions qu'il a données et que même le secrétaire d'État à l'administration présidentielle a donné, on a vu comment des militants du MSC ont été interpellés, arrêtés, parce qu'ils allaient tout simplement à une audience où leur président national et leurs camarades et les alliés de leur coalition étaient concernés. La manière dont ils ont été interpellés, la manière dont l'un d'eux est encore maintenu en ce moment au secrétaire d'État à la Défense, je parle de Lebon Dachwa, ça montre que les instructions... Témoin, d'ailleurs. Il est témoin. Qui est témoin. Donc il avait toutes les raisons d'être présent à cette audience. Non, je veux tout simplement dire... Non, je voulais tout simplement dire que les instructions même du gouvernement sont violées. Sont violées. Les instructions, 48 heures après la concertation, ont été violées. C'est pour dire qu'il faut que le gouvernement soit de bonne foi et punisse, frappe du poing sur la table. Justement, Maître Joseph-Claude Biliga, sur les mesures, premières mesures prises par le gouvernement, cela est-il suffisant pour ramener l'ordre des avocats à comprendre qu'il y a une bonne foi de la part du gouvernement et qu'il faudrait peut-être mettre la pédale douce sur l'initiative qui a été prise? Il faut d'abord saluer cette initiative et saluer le comportement du bâtonnier, Tchakounte et du Conseil de l'ordre. Et naturellement, il ne faut pas celui également de notre confrère Maître Momo. Parce que le bâtonnier Tchungangé, là, on a eu beaucoup d'autres grèves. Je ne crois pas qu'il y avait eu cette promptitude dans la recherche des solutions. Donc il faut saluer ce comportement qui est républicain. Maintenant, et M. Kamga a soulevé ce problème, il risque d'avoir quelques problèmes au niveau de l'exécution de certaines instructions. Cela un peu normal, c'est-à-dire le gendarme, le policier, il faudra du temps pour que tout soit résolu. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Et le bâtonnier, tu vient de vous dire que le barreau est en train de travailler dessus, faire des propositions.
qui vont permettre l'amélioration. Je voudrais terminer, puis peut-être avec votre permission, pour revenir. Il ne faut pas qu'on sorte de ce plateau en donnant l'impression que lorsqu'on parle de tribunal militaire, on parle des chapeaux, on parle de la mort. Je voudrais quand même qu'on sache ceci. Autant le commissaire du gouvernement reçoit les ordres, ou est censé être sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Défense, autant le procureur de la République est sous l'autorité du ministre de la Justice, c'est-à-dire en matière de poursuite. Donc, il ne faut pas qu'on donne l'impression que... Ce qu'on veut qu'on donne l'impression aujourd'hui, c'est que le tribunal militaire n'est pas indépendant, mais le tribunal civil est indépendant. Or, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Dans ce sens que, il faut que lorsqu'il y a une bataille qui doit être menée pour une justice, c'est pour toutes les formes de justice. C'est pas seulement pour une justice militaire qui serait très sévère et qui devait être... Encore qu'il n'y a pas de justice militaire à 100% au Cameroun. Elle est mixte. Lorsque vous voyez la composition de la collégialité en premier instant, je veux dire, en premier ressort, vous verrez qu'il y a peut-être un juge militaire, mais il y a des juges civils qui participent. À la cour d'appel, la collégialité est composée par un juge, par un président du tribunal de la cour d'appel qui est civil, et les autres sont militaires. Donc je veux dire qu'il ne faut pas donner l'impression que lorsqu'on parle du tribunal militaire, c'est la mort. Non, c'est pas vrai. Donc je voudrais dire donc pour terminer en disant que c'est bien la démarche du barreau. C'est bien la réaction de la chancellerie. D'autres souhaits, c'est que que cela continue pour qu'on voit quand même les fruits de cette démarche pour que peut-être le 16... Les Camerounais ont le sentiment qu'il faut à tout prix annoncer des grèves, revendiquer pour voir le gouvernement se bouger et pouvoir apporter des réponses concrètes à des problèmes qui existent depuis de nombreuses années, comme vous l'avez signalé. On peut parfois le constater. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à le dire, qu'on a souvent constaté que le jour où les transporteurs annoncent qu'il y aura grève dans une semaine, où les instituteurs, on les reçoit et on essaie d'amorcer la bombe. Je crois qu'il y a une autre manière de régler. Et je crois que ce problème du barreau, cette réaction du barreau doit être positivée dans ce sens qu'elle peut permettre maintenant aux ministères concernés d'anticiper sur des problèmes qui se posent. C'est un problème de route qui se pose, ce problème de transport, qu'on anticipe. Parce que parfois, malheureusement, il y a des démarches qui sont entreprises, il y a des mémorandums qui sont adressés, il y a même on traîne à trouver solution. C'est ça qui amène parfois à une menace de grève. Le barreau du Cameroun est en pole position pour la défense de l'intérêt de toute la nation et je crois que je suis content d'être avocat. Alors un mot, Maître Roland Diouf, sur cette initiative de l'Ordre des avocats du Cameroun qui fait bouger le gouvernement quant au respect des dispositions légales en matière d'exercice de la profession d'avocat et de respect des droits des justiciables dans le système judiciaire camerounais. Non, je vais dire comme mon confrère aîné, Maître Biliga, que je suis très heureux d'être avocat à cette époque-ci, parce que le Conseil de l'Ordre a fait œuvre historique et je dois dire ici que je soutiens entièrement l'initiative qui a été prise et j'adresse à M. le bâtonnier tout le respect que j'ai pour cette initiative et pour le courage qu'il a fallu pour ça. Je ferai une petite virgule simplement en disant que le débat qui se pose maintenant en ce qui concerne la compétence du tribunal militaire, il ne veut pas dire que tout est parfait ailleurs. Réglons chaque chose en son temps. Actuellement, on règle la question de la compétence du tribunal militaire. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait ailleurs qu'il faut accepter qu'on aille devant le tribunal militaire. Et d'ailleurs, quand on parle de la question de compétence, la compétence, ce n'est pas seulement lorsqu'on juge. La compétence est aussi par rapport à l'autorité de poursuite, parce que c'est parce qu'on estime que les juridictions militaires sont compétentes que le commissaire du gouvernement qualifie. Et donc il peut qualifier, comme Maître Achoula a indiqué tout à l'heure, en se trompant gravement pour des besoins politiques. Et c'est ce qui est dénoncé. Parce qu'on peut se mettre d'accord qu'à la fin, vous pouvez ne même pas être condamné, mais on vous aura fait passer 6 mois, 12 mois, 18 mois, parce que un commissaire du gouvernement a choisi de faire du hors-sujet, c'est-à-dire qu'il a choisi hostilité contre la patrie, alors qu'un procureur de la République aurait peut-être choisi manifestation interdite. Et vous avez passé 18 mois à cause de ce choix de qualification. Donc la question de la compétence n'est pas si anodine que ça. Alors, un dernier toute table avec l'accord de la réalisation, c'est une question tout à fait importante. Après la rentrée scolaire, il y a la situation dans les régions anglophones. Maître Emmanuel Achou, on peut justement dire un mot là-dessus. Bâtonnier, vous pourrez également vous exprimer sur la rentrée
scolaires dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci Cédric. Je pense qu'il y a plus important que cela qui concerne le barreau parce que j'ai vu la lettre adressée par le ministre d'État à l'autorité de l'administration pénitentiaire. Et dans cette lettre, je note que cette lettre montre que vraiment le ministre n'est pas au courant des choses qui se passent. Je veux dire que le ministre doit savoir que lorsque les avocats vont dans les prisons, ils sont fouillés à corps. Les téléphones sont arrachés avant qu'ils aillent rencontrer leurs clients. Il n'y a pas d'endroit aménagé pour permettre aux avocats de recevoir les clients. Donc vraiment, nous sommes brimés dans les prisons, monsieur le ministre. Il faut prendre note de ça. Il ne faut pas que demain, vous allez vous poser des questions de savoir pourquoi les avocats continuent alors que nous sommes... Mais qui brime les avocats dans ce milieu? Je dis, les gardiens de prison arrachent, d'abord, on nous arrache les cartes d'identité, on nous fouille à corps jusqu'au slip. On arrête des téléphones. Mes confrères sont là. Si ce que je dis n'est pas vrai. Alors, justement, il faut que le ministre sache que voilà ce qui se passe. Alors, on doit régler tout ça. C'est bien compris. Qu'on nous montre la loi qui autorise aux gardiens de prison de nous brimer. C'est bien compris. Bâtonnier Tchungan, sur cette initiative du barreau pour aller vers l'apaisement. Le gouvernement camerounais est confronté à des défis sécuritaires dans 3 régions du pays. Il fait face à une crise économique tout à fait importante et à une crise post-électorale, vous l'avez signalé. Il y a aujourd'hui le barreau qui souhaite le renforcement de l'état de droit au Cameroun. Comment régler ces différentes équations? Monsieur Le Follé, je voulais dire au nom du bâtonnier Charles Chakoundé-Patier que la rencontre qu'il y a eu avec le ministère de la Justice et 4 autres ministères, il ne s'agit pas d'une rencontre dans le ministère. Il y avait le ministère de la Défense, il y avait le secrétaire d'État aux affaires pénitentiaires, il y avait la délégation générale à la sûreté nationale, et il y avait le CED, la gendarmerie qui était là, et la chancellerie. Donc, il ne faut pas régler ça au coin d'une table. Toutes les questions adressées par le Conseil de l'ordre dans sa résolution ont été débattues pendant plus de 12 heures. Plus de 12 heures. Et il y a un consensus qui est arrivé à la fin sur la nécessité de mesures urgentes. Le Conseil de l'ordre a proposé que les administrations impliquées dans la chaîne judiciaire, que sont le MINDEF pour le tribunal militaire, que sont le CED pour la gendarmerie, le DGSN pour la police, les affaires pénitentiaires pour les prisons et les magistrats, que ces autorités, parce qu'il ne faut pas un texte de loi pour adresser des messages à leurs subordonnés, envoient des messages pour rappeler le rôle éminent de l'avocat dans le processus judiciaire. L'immunité qui est attachée à la personne de l'avocat lorsqu'il se présente comme tel. La levée de tous ces brimades qui viennent d'être dénoncées de manière véhémente, ça a été fait. Ce que nous observons, c'est que 48 heures après notre réunion, la plupart des lettres sont parties. À date d'aujourd'hui, il n'y a que 2 lettres que nous attendons, 2. Celle du CED vers la gendarmerie, vers les régions de gendarmerie, et celle de la DGSN. Parce que j'ai vu la lettre du délégué général de la Sécurité nationale vers le ministre, où il dit qu'il est d'accord avec les conclusions. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. On a demandé de saisir ces organes provinciaux pour rappeler que dès la première minute de l'arrestation d'un citoyen camerounais, l'avocat a le droit de venir l'assister. Et qu'on n'a pas à lui demander la lettre de constitution. La présentation de sa carte professionnelle suffit. Toutes ces questions ont été abordées et les débats ont été, je peux vous assurer, extrêmement houleux. Et j'indique qu'il faut féliciter le gouvernement pour cette initiative et dire qu'il y a la mémoire collective. On se souvient de 76, de 96. Il vous souvient que lorsque les avocats ont grévé dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont les gourdins qui sont sortis, on les a tapés, on les a humiliés, on a confisqué leurs robes. Donc je pense que la démarche du barreau du Cameroun a eu pour effet de rappeler cela. Et je pense que la réaction propre du gouvernement à réagir vient du fait qu'ils ne veulent pas répéter les mêmes erreurs d'antan. Maintenant, après ces mesures d'urgence, on a convenu de mettre en place un groupe de travail pour travailler sur les textes de fond, c'est-à-dire sur les textes qui toucheront aux questions d'indépendance, aux questions d'engorgement des prisons, aux questions d'engorgement des tribunaux, aux questions, n'est-ce pas, d'indépendance de la magistrature, au respect, n'est-ce pas, de l'avocat dans son exercice professionnel, qu'il s'agisse des lieux de détention, qu'il s'agisse du palais de justice, ou qu'il s'agisse, n'est-ce pas, des commissariats
et des contrôles intempestifs que les avocats subissent au quotidien. Donc je pense que le bâtonnier Charles Chakonte Patié a fait là une œuvre première. Et je joins mon jeune confrère Géo pour dire qu'effectivement, c'est une œuvre historique qui est en train d'être faite. Regardons ça positivement, mais avec beaucoup de vigilance. Parce que si nous lâchons la vigilance, ça peut revenir. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Roland Dieu, Maître Charles Tchungan, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Maître Joseph-Claude Biliga, Maître Emmanuel Achou, d'avoir participé à cet échange. Merci à vous, Edmond Kanga, d'avoir été présent encore ce dimanche. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision.